Alors bonjour et bienvenue à tous à notre séminaire portant sur sur le soutien lors d'éclosions dans la communauté et les milieux de soins dans le cadre des séminaires en surveillance continue de l'état de santé et en vigie sanitaire de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je suis Fatima Binaté, je suis diplômée de l'option surveillance épidémiologique de la maîtrise professionnelle en santé publique et je suis actuellement professionnelle de la surveillance à la direction de santé publique de la Montérégie. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Mireille Barakat. Madame Barakat détient un baccalauréat en microbiologie et immunologie de l'Université de McGill et un diplôme de maîtrise en santé communautaire qu'elle a effectué à l'Université de Montréal. Donc, en 2008, elle débute sa carrière à l'INSPQ comme conseillère scientifique où elle aura l'occasion de s'impliquer dans plusieurs dossiers de formation en épidémiologie des terrains. Madame Barakat est désormais coordonnatrice du groupe d'experts en épidémiologie de terrain de l'INSPQ, le GEPITER, et également professeure adjointe de clinique au département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique, où elle donne des cours offerts dans le cadre du microprogramme ainsi que dans le programme de maîtrise en santé publique. Donc, des cours dont j'ai moi-même pu bénéficier dans le cadre de ma maîtrise. Depuis 2011, sous la direction d'experts en épidémiologie de terrain, donc le GEPITER, l'INSPQ offre un soutien aux directions régionales de santé publique ayant des ressources limitées pour faire face à une situation épidémique ou à celles souhaitant renforcer les capacités de leur personnel en investigation d'éclosions d'étiologies infectieuses ou d'agrégats spatio-temporels. Le séminaire présentera ainsi quelques exemples de demandes de soutien dans lesquelles le GEPITER s'est impliqué. Donc, avant de passer la parole à Mme Barakat, j'aimerais vous informer que le séminaire est enregistré et que les personnes qui ne veulent pas apparaître dans l'enregistrement pourront fermer leur caméra. Et également, vous mentionnez que d'afficher correctement votre nom, vu que des attestations vous seront décernées à la fin du séminaire. Merci. Donc, merci pour la belle introduction et merci aussi de m'avoir accueilli. Donc, je vais faire un partage d'écran, sauf que là, je ne suis pas chez moi et je suis juste sur mon portable. Donc, je risque de juste pas voir s'il y a des... Oh non, je vois la liste des participants, c'est correct. OK, non, je pense que je suis pas pire. Est-ce que pour vous, c'est correct? Est-ce que vous voyez la barre en haut avec le mute et le stop vidéo ou non? Non. Donc, on OK, voit votre écran de partage. excellent. OK, parfait. Euh, donc, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les initiatives du groupe Jupiter. Comme on a mentionné, quelques exemples de demandes de soutien qu'on a reçues. Et je vais particulièrement vous présenter une dans laquelle on a vraiment participé là, de A à Z dans une intervention. Donc, le groupe Jupiter, comme on a dit, c'est un groupe qui a été constitué à peu près en 2005. J'y n'étais pas encore. Le père de tout ça, que j'appelle le parrain un peu de Jupiter, c'est Dr. Julio Soto. Donc, Julio, lui, c'est un médecin spécialiste en santé publique qui a pris sa retraite en septembre. Et dans le fond, c'était vraiment une initiative qui lui avait été accordée par notre directeur scientifique à l'INSPQ à ce moment-là, parce qu'il y avait un besoin criant dans le réseau pour développer des compétences en investigation des éclosions. Donc, il a reçu ce mandat-là. Il a reçu le mandat de constituer un groupe pour mettre en place une formation pour adresser ce besoin-là. Donc, le groupe Jupiter s'est constitué en 2000, à peu près, les travaux ont commencé en 2005, mais le groupe officiellement s'est créé en 2007, qui constituait des membres de l'INSPQ, des directions régionales de santé publique, du ministère et même de l'Agence de santé publique du Canada. Donc, c'était vraiment une équipe de tous les paliers, comme vous pouvez voir. Initialement, cette formation-là se voulait pour tous les domaines de la protection, donc pas seulement maladies infectieuses, et on voulait adresser santé au travail et santé environnementale, mais à ce moment-là, et beaucoup moins maintenant, les travaux se faisaient beaucoup plus en silo dans ces équipes-là, et donc on voyait quand même assez difficile de développer une formation qui s'adresserait à tous. Et donc, on a décidé de mettre l'emphase sur les gestions d'éclosion de maladies infectieuses.
Et donc, dans le fond, leur premier mandat, c'était de développer de la formation. Et c'est là que moi, je suis rentrée à l'INSPQ. Dans le fond, la deuxième année que j'étais là, j'ai commencé à travailler avec le Jupiter pour vraiment gérer un peu tous les travaux en lien avec cette formation-là. Donc, cette formation-là, initialement, s'adressait à l'ensemble du réseau de la santé, donc 75 en santé publique, 25 en milieu de soins. À ce moment-là, on n'avait pas de moyens pour un peu pérenniser nos initiatives de formation en ce qui concerne les modules en ligne, parce qu'initialement, cette formation-là d'investigation d'éclosion qu'on avait développée, c'était une formation qui était avec un module en ligne et des ateliers qui s'échelonnaient sur comme 2-3 semaines, un peu sur le modèle du CEPIC pour que plusieurs d'entre vous ne connaissent pas, mais c'est une des plus anciennes initiatives de formation en épidémiologie d'intervention. Et donc, cette modalité-là d'offrir des formations sur 2 semaines, à 2 semaines d'intervalle, sur 3-4 jours chacune, ça ne semblait pas répondre bien au réseau. Donc, on a fait un switch et on s'est affilié avec l'Université de Montréal pour, dans le fond, faire accréditer les cours et les rendre un peu plus accessibles, non seulement pour les réseaux, les gens du réseau, mais aussi pour les étudiants. Et donc, ça a fait en sorte que maintenant, ces cours-là étaient offerts à l'ESPOM. Mais on a perdu au fil des années nos professionnels du réseau de la santé parce que s'inscrire à un cours de 3 crédits, puis faire toute la démarche d'inscription, puis suivre un cours sur 3-4 mois, ne semblait pas faire le bonheur de tout le monde. Pas le bonheur, mais c'est juste en termes de réalisme. Les gens du réseau cherchent davantage à avoir des formations de plus courte durée. Et donc, au fil des années, parce qu'on a donné cette formation-là de 2008 à peu près jusqu'à 2019. Et je vous dirais que à chaque cohorte, notre population cible prioritaire, qui était les professionnels du réseau, diminuait. On avait de plus en plus d'étudiants. Ce n'est pas mauvais, mais c'est juste qu'on ne répondait pas vraiment à notre mandat initial. Et donc, là, on est en train de développer davantage des formations pour le réseau sur l'environnement numérique partagé qui est sur l'ENA, qui est accessible pour tous les réseaux sous forme de modules autoportants. Mais on a quand même décidé de garder le cours d'investigation d'éclosion dans le cadre de l'ESPOM, qui est offert d'ailleurs dans différents programmes. Comme vous le savez, l'INSPQ a un mandat de formation et donc on accueille des stagiaires, non seulement de l'ESPOM, mais on est un site d'accueil aussi pour le programme canadien d'épidémiologie de terrain de l'Agence de santé publique du Canada. On a de très bons liens avec ce programme-là et on essaye d'accueillir des stagiaires. On a eu quelques épidémiologistes de terrain du programme, mais avec les dernières cohortes, il y a comme de moins en moins de gens qui sont retenus et il faut qu'ils soient placés à travers le Canada. Et donc, cette année, malheureusement, on n'a pas été retenu comme milieu de stage, mais les dernières années, on l'avait été et on ne pouvait jamais trouver un épidémiologiste de terrain qui était francophone. Ils étaient tous des anglophones. Mais au niveau des stages de l'ESPOM, on est content de dire qu'on fait nos efforts d'offrir des stages là, pour le département. Donc, le gros de notre sujet d'aujourd'hui, c'est de vous parler un peu de nos initiatives en ce qui concerne le soutien. Donc, c'est un peu notre plan de présentation dans le sens que, comme on vient de mentionner, c'est qu'en 2011, un petit peu à la demande de malgré toutes les formations, il reste que certaines régions nécessitent des besoins. C'est clair que l'INSPQ est comme un peu en recours. On n'a aucune juridiction, c'est-à-dire qu'on n'a aucun pouvoir d'intervention dans les régions. C'est vraiment les directions régionales de santé publique qu'il faut qu'ils fassent la demande. C'est que si eux, ils sont dépassés, qui ont besoin un peu de soutien, que ce soit de l'expertise conseil, tout ça, ils peuvent faire appel à l'INSPQ. Donc, une autre initiative qui rassemble un peu tous ces éléments-là, c'est que, tu sais, on forme des gens, on est un milieu d'accueil, on va les soutenir, mais c'est quoi qui reste un petit peu de tout ça? C'est qu'on a mis en place en 2013 une communauté de pratique en épidémiologie de terrain pour justement rassembler tous ces gens-là pour créer un environnement où ils pourraient partager des ressources ou même des outils ou même, dans le fond, des initiatives comme des programmes de webinaires et tout ça. Donc,
on essaie. Là, on est justement en phase d'évaluation de cette communauté-là qui a grandi énormément. On est à plus de 500 membres. C'est sûr que ce n'est pas tous des membres très actifs, mais je suis contente de dire qu'il y a des activités de webinaires qu'on organise qui sont assez populaires et qui sont accessibles à nos membres. Donc, c'est ça, ça réunit des professionnels et des apprenants. Donc, si je reviens au soutien qu'on offre, donc on a décidé, parce qu'on adore ça, les acronymes en santé publique, d'appeler ça le SET, donc le soutien épidémiologique en épidémiologie de terrain. Et donc, comme je disais, ça peut être du soutien tellement juste par, tu sais, maintenant, c'est plus par téléphone, là, mais on est tous sur Teams. Mais, tu sais, ça peut être juste comme de l'expertise conseil. Tu sais, on nous appelle, on nous demande, tu sais, notre avis sur la problématique. Ça peut être simplement de l'aide sur la conception d'un outil d'enquête. Ça peut être de la création je vais dire, de questionnaires, comme je viens de dire, mais ça peut être carrément appelé sur le terrain pour aller vraiment donner plus de soutien. C'est sûr que ces derniers temps, ça s'est fait pas mal à distance parce qu'on était quand même capable d'aller chercher toute l'information qu'on était capable pour un peu soutenir la région, mais en temps normal, c'est arrivé, là, puis c'est ça que je vais vous montrer quelquefois où on a été vraiment mobilisés. Donc, je vais vous présenter quelques exemples de soutien. Ce n'est pas exhaustif, mais ce n'est pas la principale de notre travail. Comme vous avez vu, on s'occupe quand même de beaucoup de choses dans l'équipe Jupiter. Et ça, en 2011, quand c'est parti, la première éclosion dans laquelle on a été appelé, c'était une éclosion dans un centre hospitalier, dans une unité néonatale. C'était, dans le fond, un des membres du groupe Jupiter à ce moment, travaillait dans une direction de santé publique et avait vraiment, n'était pas capable de trouver la source de cette éclosion et il nous a fait appel à nous. Et donc, on s'est impliqué. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand on s'implique, on s'intègre dans l'équipe. Et on s'intègre dans l'équipe, donc on s'est rendu sur place pour aller observer dans un premier temps comment était configurée l'unité de soins néonatale. On est allé regarder un peu comment circulaient les gens autour dans cette unité. Donc, on est vraiment, étant donné que malgré les mesures qui avaient été mises en place, les cas continuaient. Et tu sais, c'est des bébés, des nouveau-nés, donc c'était quand même assez important qu'on cible la source d'infection à pseudomonas. Donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on est vraiment parti avec les cas qui avaient été déclarés, puis on a fait une étude cas témoin. Donc, on a travaillé de près avec l'équipe de soins en PCI pour essayer de trouver des témoins avec les spécifications qu'on avait besoin. Et on a vraiment fait une enquête de A à Z où ce qu'on est sorti, malheureusement, sans pointer exactement vers la source, mais on avait il y avait certains éléments qui sont ressortis de l'étude, comme les respirateurs, qui semblaient être problématiques, mais finalement, une fois qu'on avait présenté nos résultats, ils ont apporté d'autres modifications aux mesures de contrôle, puis ça s'est résorbé. Donc, tu sais, c'est pas, quand on fait une enquête, on ne trouve pas nécessairement toujours la réponse, mais au moins, ça peut nous orienter vers quelque chose et en appliquant ces mesures de contrôle. Puis c'était vraiment un beau travail d'équipe qui s'est fait dans cet hôpital-là. Une autre situation que ma collègue, dans le fond, à ce moment-là, avait été impliquée, c'était encore une fois dans un milieu de soins, c'était une éclosion à Corynebacterium striatum. Donc, dans le fond, dans ce cas-là, l'objectif, c'était plutôt de faire un portrait de ce qui se passait et de proposer des interventions de PCI là, et des recommandations. Donc, c'était comme un travail non seulement avec l'équipe du milieu de soins, mais aussi avec des microbiologistes, infectiologues là, qui ont orienté aussi là, ces mesures-là. La troisième, c'était, j'étais en congé à ce moment-là, mais c'était Dr Soto là, qui était dans le vif avec nos collaborateurs du programme canadien. Donc, c'était
on avait un épidémiologiste de terrain du programme canadien d'épidémiologie de terrain et Dr Soto là, qui était impliqué dans cette réponse-là. C'était la plus grosse éclosion de kératoconjonctivite, vraiment là, je pense que c'est du monde parce que sérieusement, il y a eu énormément de cas. Ça s'est commencé dans une clinique externe d'un milieu hospitalier et ça l'a juste éclaté. En tout cas, ça, je pense, je ne sais pas s'il y a eu un article là-dessus, il faudrait que je valide, mais j'ai été présentée justement cette éclosion-là. C'était vraiment intéressant. Donc, on a dans celle-là, on a vraiment été impliqués. Donc, on a fait vraiment la caractérisation de l'éclosion. Et comme dans cette situation-là, par exemple, juste une analyse descriptive nous a vraiment permis de nous orienter sur un peu comme la source de la problématique, là, de où que ça semblait l'être. Dans l'éclosion de la légionellose, on était plutôt en soutien, c'est-à-dire que, comme vous le savez, la légionellose, c'est une problématique qui implique également l'équipe de santé environnementale. Et donc, on a été impliqués plus là, pour soutien avec les autres membres de l'équipe pour réaliser leurs enquêtes. On avait l'équipe du BIESP à l'INSPQ qui fait de la géomatique. Donc, c'était vraiment le fun parce qu'on pouvait comme regarder la distribution des cas, les tours et tout ça pour essayer de voir là, comment on pouvait orienter un peu l'intervention. Également, en collaboration avec un épidémiologiste de terrain du P7, on a été impliqué dans une éclosion de rougeole dans une communauté qui était non vaccinée en 2015. Puis je pense que j'avais présenté cet exemple-là lors d'un dernier séminaire sur l'ARS, justement, parce qu'on avait utilisé l'analyse des réseaux sociaux pour essayer de voir comment c'était vraiment une communauté où ils ne croyaient pas en la vaccination. Et donc, tout le monde est devenu malade mais on a pu retracer un petit peu là, comme la chaîne d'événements et aussi là, de permettre là, de voir un peu l'évolution de la situation et de mieux orienter un peu les interventions. J'ai eu l'opportunité en 2015 de me rendre jusqu'au Nunavik, donc c'est très loin. Pour ceux qui se sont rendus à Kuujjuaq, c'est encore plus loin, c'est complètement dans le nord, parce qu'il y avait une éclosion de tuberculose et l'équipe était vraiment dépassée. Comme vous le savez, dans le nord, il y a des équipes qui sont dédiées un peu plus comme, c'est des beaucoup plus petites équipes. Le contexte est très différent. Mais en collaboration, encore une fois, avec le P7, on a pu là, faire une réponse conjointe où moi, je m'occupais plus de la construction d'un questionnaire pour administrer parce qu'ils avaient décidé de faire un dépistage de masse de la tuberculose. Et donc, j'étais là vraiment là, pour soutenir l'équipe sur le terrain là, sur comment administrer le questionnaire. J'ai participé aussi à l'aide pour la saisie et ensuite l'analyse qui avait été dédiée par la suite à une autre équipe. Mais c'était une belle, belle, belle expérience. Dr Soto était impliqué, lui, dans l'éclosion d'un agrégat de Bartonellose à la Naudière en 2016. C'est un agent qui se retrouvait là, à ce moment-là dans un chat. Il y a toute une histoire là-dessus. Là. Je pense qu'on a fait une conférence là-dessus, mais c'était une belle investigation aussi dans laquelle on a été impliqué. Ensuite, il y avait l'hépatite C à la capitale nationale en 2016. Il semblait avoir un agrégat, puis avec l'aide de l'analyse des réseaux sociaux, ce qu'on était capable de un petit peu schématiser les liens entre les cas et sur le temps, on était capable là, de voir comment les cas étaient distribués et de mieux encore, une fois, là, cibler les interventions. On a aussi de la même manière, au Nunavik, il y avait une éclosion de syphilis. Et donc, de la même manière, on a soutenu la région là, pour qu'eux-mêmes puissent faire les analyses là, et voir un peu comment les cas étaient liés entre eux. C'est sûr qu'avec la COVID-19, on a été impliqués, mais pas autant qu'on aurait pensé. Je pense que tout le monde était dans un mode panique et je pense que ça a tellement changé, évolué la façon de faire. Puis justement, dans le cours qu'on donne en investigation d'éclosion, j'avais présenté le cas, on avait présenté le cas du service de garde d'urgence en milieu scolaire, où ce qui a eu une grosse éclosion c'était la première éclosion de COVID-19 dans un service de garde parce que c'était un service de garde d'urgence, comme je disais, dans lequel c'était en avril 2020, donc tout de suite
au début de la pandémie. Et au moment où on ne connaissait pas encore trop sur la COVID-19, en ce qui concerne la transmission d'enfants, on ne savait pas le rôle que les enfants jouaient à ce moment-là. Et donc, on n'était pas sûr non plus de comment réagir. Et donc, on a vraiment soutenu la région. On s'est rendu sur place. On a regardé tous les questionnaires qu'ils avaient sur les cas, les contacts. Et on a tout monté une base de données pour analyser les données, pour essayer de comprendre un peu comment c'est entré, comment ça s'est transmis. Et c'était une approche vraiment intéressante parce qu'on a utilisé on a utilisé de l'analyse des réseaux sociaux pour un peu comme schématiser tout ça, mais on a utilisé, grâce au Laboratoire de santé publique du Québec, le LSPQ, on a fait des analyses phylogénétiques pour essayer même de voir si les souches étaient apparentées ou pas. Et c'était vraiment un bel outil. Et donc, avec de l'analyse descriptive, on n'a pas fait d'études vraiment, c'était vraiment juste une analyse descriptive, mais avec tout ça, on a été capable de retracer la source et de mieux expliquer là, à la région là, comment ça s'est transmis et tout ça. Et il y avait aussi une de ma collègue a également été appelée à soutenir une région qui avait, malgré les restrictions sanitaires en vigueur à ce moment-là, il y avait certaines communautés qui étaient encore réticents et qui refusaient un peu là, de suivre ces restrictions-là ou ces modalités-là. Donc, il y a eu des éclosions. Et il fallait essayer on nous a demandé de faire un portrait, un peu pour justifier les interventions là, qu'ils voulaient mettre en place là, dans cette région-là. Donc, on a été capable là, de vraiment illustrer la concentration des liens, que c'était selon le temps et selon un peu là, la géographie. Là, je vais vous présenter, je regarde là juste pour être sûr, donc on est correct. Je vais vous présenter une expérience de soutien en particulier pour ceux qui ont suivi la formation sur l'ENA qu'on a mis en place récemment. Vous allez vous reconnaître cette situation-là. Dans le fond, je vous présente Je vais juste minimiser ma liste de participants. OK, parfait. Donc, c'était à l'été 2018. On a été appelé parce qu'il y avait eu des cas de campylobactériose, qui est une MADO. Et donc, entre le 11 et le 16 juillet, par le LSPQ, c'était des cas de Campylobacter jejuni. Et on avait, dans cette municipalité-là, tous les cas étaient concentrés dans cette municipalité-là, puis il y en avait comme un cas qui était comme dans une municipalité voisine de cette région-là. Là, vous allez voir, là, des fois, j'écris c'est où, là, mais ça ne dérange pas là, parce que c'était du domaine public, là, c'était dans la région 12. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y avait, suite à la déclaration de ces cas-là, il y avait eu une enquête initiale auprès des cas. Et le pharmacien de la municipalité avait contacté la santé publique pour lui dire, écoutez, j'ai énormément de consultations pour de la diarrhée. Donc, avec cette enquête initiale-là, ils n'ont pas pris de chance, étant donné qu'on sait que le campylobacter, puis ça, je vais vous présenter tout de suite après, peut se transmettre par de l'eau parce que cette municipalité-là, l'eau de consommation, c'était l'eau souterraine qui était non traitée parce qu'elle était considérée de bonne qualité. Donc, c'était leur eau qu'ils buvaient. Donc, ils n'ont pas pris de chance, la direction de santé publique, et ils ont émis un avis d'ébullition d'eau. Ça, c'était le 17-18 juillet. Donc, la demande de soutien est arrivée le 19 juillet. On nous demande de les soutenir parce qu'il semblait avoir un peu de tension avec le maire de la ville qui ne croyait pas que son eau était responsable et qu'il n'était pas d'accord avec les interventions mises en place. Et donc, il voulait qu'on les soutienne pour essayer de un peu renforcer là, les preuves, d'essayer de trouver des preuves là, que c'était peut-être l'eau de consommation. Et donc, le 25 juillet, on était rendu, on regardait un peu les données, puis on voit qu'il y a encore énormément d'appels pour des symptômes de gastro-entérite aiguë, donc GEA. Et au 30 juillet, on a la confirmation que 5
cas étaient tous identiques, donc de CGGNI. Et finalement, nous, le 13 août, on a débuté notre investigation. Donc, c'était vraiment un travail collaboratif, oui, entre plusieurs équipes à l'INSPQ. Mais juste pour faire un recap pour Campylobacteriose, pour certaines personnes qui ne sont peut-être pas au courant, le Campylobacter va, dans le fond, le réservoir, c'est, comme vous le savez, ça peut être les êtres humains, ça peut être la volaille, ça peut être les animaux, ça peut être les vaches, le bœuf, le veau, en tout cas, les animaux. Et dans le fond, ça se transmet, ça peut contaminer l'eau dans le fond du sol. Dans le fond, on peut, nous, l'attraper soit par l'eau de la consommation, soit par la baignade, même du lait, de l'alimentation, donc comme vous le voyez. Et dans le fond, nous, même qu'on peut le contaminer à travers, on peut même l'attraper aussi là, avec les animaux et tout ça, mais la porte de sortie, comme vous voyez, c'est comme ça. La réponse, c'est on s'en va à la toilette, c'est pas mal ça les symptômes, tout ce qui est gastro-entérite, là, c'est pas mal l'expression des douleurs et tout ça. Donc, c'était juste pour vous donner une idée, parce que c'est le fun de savoir de quel bébé on parle. Donc, dans cette, juste pour vous donner un ordre de grandeur, on avait fait les calculs pour l'incidence et en 2013, l'incidence moyenne était au Canada de 27 cas par 100 000 habitants. Au Québec, elle était de 38 entre 2000 et 2016. Pour la région dans laquelle on est, leur moyenne, c'était de 48. Mais là, on était juste au mois de juillet. Puis si on faisait le calcul, on était rendu à un excès là, vraiment là, important. Là. Donc, on était clairement dans une situation d'éclosion. Donc, l'hypothèse de départ, c'est qu'on se disait, soit c'est que la contamination est venue par quelque chose dans l'alimentation qui est peut-être contaminée ou l'eau de la baignade ou l'eau de consommation. On s'est dit aussi peut-être ça pourrait être à une exposition d'un animal domestique ou quelque chose comme ça. Juste pour vous donner une idée sur la carte ici, qu'est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qui est en mauve, là, le petit trapèze mauve? Ça, c'est le réservoir d'eau, parce que dans la municipalité, il y avait comme un énorme réservoir d'eau. Et vous voyez que tous les cas sont concentrés comme autour de ce réservoir-là. Là, vous voyez à droite, il y a comme un petit agrandissement là, de nos cas. Donc, ils se situent pas mal tous au niveau du réservoir. Puis, il y en a aussi, il y avait des puits. Et il y en a qui sont, tu sais, je ne peux pas dire qu'ils sont tout à fait à côté des puits, mais tu sais, on les voit là qui sont quand même pas loin. Donc là, ça, c'est tout juste une illustration là, à quoi ressemblait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a décidé de, connaissant la période d'incubation de l'agent, la date de déclaration des premiers cas, on a décidé de reculer jusqu'au 23 juin pour notre étude, jusqu'au 22 juillet, parce que à un moment donné, il faut comme mettre une date de fin là, pour essayer de comptabiliser tout ça, parce que depuis aussi, il y avait comme moins, il y avait pas depuis les premiers cas, il n'y avait pas d'autres cas qui avaient été déclarés aussi. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est qu'on a décidé de faire une cohorte rétrospective, un peu comme en prenant la municipalité, là, où ce qui était concentré les cas. Puis, à place de regarder pour Campilo, parce que Campilo, c'est assez spécifique, c'est une MADO et tout ça, on a décidé de prendre des cas de gastro-entérite aiguë parce qu'on s'est dit que c'est pas mal ça qu'on essaie de voir. Là. C'est que c'est sûr que dans ce lot-là, on aura des cas de Campilo, on en avait d'ailleurs, mais on a décidé de prendre gastro-entérite aiguë parce que sinon, on aurait, on ne peut rien faire avec 8 cas. On a décidé d'utiliser la géomatique un seul pour faire la localisation de nos cas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que la municipalité, elle avait des habitants de 2320. On a fait le calcul pour voir si on voulait tirer des bonnes conclusions, qu'est-ce qu'on avait besoin. On avait besoin d'un échantillon de 238, mais finalement, on a réussi à dans le fond, avoir un échantillon final de 140. Donc, qui est quand même pas pire, qui est quand même très bien. Comment qu'on a fait pour prendre notre population à l'étude? C'est qu'on a pris la liste électorale.
Puis, on a vraiment été questionner tous les gens sur cette liste-là. On a essayé d'aller chercher 238, comme j'ai dit, mais 140, c'est quand même bien. Et donc, ici, je vous donne un aperçu. Tu sais, qu'est-ce qui est en rouge, c'est un peu l'encadré de notre municipalité. Et qu'est-ce que vous voyez comme les rouges? C'est nos cas, nos cas, c'est les gens qui sont à l'étude. Et comme vous voyez, et les blancs, c'est comme ça, c'est tous les gens qui résident dans cette municipalité-là. Donc, on peut voir que les gens qu'on a pris pour notre cohorte étaient quand même distribués un peu partout. Donc, elle était quand même une belle représentation. Donc, c'est pas comme si on avait pris des gens qui étaient juste localisés à un certain coin de la municipalité. Et quand on a construit le questionnaire, qui était un questionnaire qui se faisait comme au téléphone avec une personne là, qui l'administrait, on est allé recueillir parce que même si la DSP soupçonnait que c'était de l'eau de consommation, on le sait que comment on dit, la chose que je dis tout le temps aux étudiants, c'est n'incluez jamais votre facteur de risque et n'essayez pas seulement de cibler un seul facteur de risque parce que là, si c'est d'autres choses, vous êtes pris. Et donc, vous ne pouvez pas essayer de tester d'autres choses. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a inclus toutes les expositions qui pourraient. Donc, on a inclus des événements sociaux où il y aurait eu une transmission là, comme avec le partage, avec de l'eau aussi, là, comme tout ce qui est événements récréatifs aussi. On a pris la consommation d'eau. On a pris aussi tout ce qui est alimentaire. On a pris aussi si les gens étaient en contact avec des animaux, que ce soit domestique ou de la ferme, par exemple. Parce que vous savez, cette municipalité-là, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais c'était une municipalité assez rurale. Là, donc, c'était il y avait une grande production il y avait beaucoup de porcs, là, ils faisaient de l'élevage de porcs. Et on a pris, dans le fond, c'est ça, donc on a essayé d'être représentatif dans toutes les données qu'on allait colliger. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait ce questionnaire-là, on l'a même pré-testé avant, juste pour être sûr que ça allait bien. Et on avait vraiment là, une équipe formidable dans cette région-là. C'était vraiment exceptionnel. Là. Tout le monde a contribué. C'était un travail, comme vous le voyez, un travail d'équipe là, extraordinaire. On avait un technicien de recherche, on avait des gens de tous les secteurs de cette DSP qui sont venus nous aider. Moi et Julio, on s'est déplacés sur place pour faire la validation des questionnaires, juste pour être sûr qu'ils étaient bien remplis, qu'ils étaient complétés, qu'il n'y avait pas de... Étant donné qu'on allait faire la saisie, là, on voulait corriger l'erreur s'il était nécessaire. Et puis on avait même quand les gens ne répondaient pas, par exemple, au premier appel pour les questionner, on essayait, on avait au moins deux tentatives pour essayer de les rejoindre. Puis, on avait même une liste de backup, que je peux dire, ou de recours pour aller recruter comme d'autres personnes pour prendre leur place parce qu'on voulait garder un échantillon assez représentatif. On a en même temps été voir le pharmacien parce que c'était la seule pharmacie dans la municipalité. Donc, on est allé voir le pharmacien puis on lui a demandé s'il pouvait nous envoyer sa liste de produits antidiarrhéiques qu'il aurait vendus là, durant cette période-là pour qu'on regarde s'il y a vraiment eu une hausse. Parce que lui, il nous le dit, c'est pas qu'on ne le croit pas, mais c'est le fun de pouvoir le prouver, donc de le démontrer. Et donc, on a été colliger cette information-là que vous voyez. Dans le fond, j'avais mis appel moyenne mobile historique. Et ça, c'était juste pour vous montrer, dans le fond, qu'on a fait la surveillance indirecte en utilisant les appels InfoSanté et les ventes de produits antidiarrhéiques. Mais qu'est-ce que je vous montre ici, là? Ça, c'était les nombres d'appels InfoSanté. Mais on a fait les deux, là. Il nous a envoyé la liste pareil, là, puis ça, je vais vous le montrer dans la prochaine diapo. Mais c'était juste pour vous dire que la moyenne historique mobile, c'est qu'est-ce que vous voyez dans le fond en vert. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on est habitué de voir en termes de nombre d'appels InfoSanté durant cette période-là. Qu'est-ce que vous voyez en rouge? C'est les données de l'année courante, ça veut dire qu'est-ce qu'il y a eu. Donc, vous voyez qu'il y a eu un gros pic autour de la semaine 28.
et entre 27, 28 et 29, là, où on a eu énormément d'appels. Puis, vous voyez que notre moyenne mobile historique, si on fait comme 2 fois l'écart type, ça veut dire comme juste pour avoir la limite supérieure là, de la moyenne mobile, elle est vraiment au-dessus. Donc, vous voyez que c'était quand même une grosse augmentation là, durant ces semaines-là pour les appels FO Santé. Ici, c'est le nombre de cas. Donc, vous voyez, dans le fond, je vous avais dit qu'on est allé chercher tous les cas de gastro-entérite aiguë, mais on était capable, on savait qui étaient nos cas de campylome parce qu'on les avait déjà, le laboratoire nous les avait déjà déclarés. Donc, ici, je vous montre nos cas de gastro-entérite aiguë qui sont en bleu et campylobactériose qui sont en rouge. Et vous voyez la ligne pointillée grise, c'était nos appels InfoSanté et les produits antidiarrhéiques sont en vert solide. Donc, vous voyez que tout et le pic pour tous ces éléments-là sont à peu près au même moment. Donc, tu sais, ça vient encore plus nous soutenir dans notre hypothèse, tu sais, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé vraiment à ce moment-là. Vous voyez que ça baisse parce qu'il y a eu la vie d'ébullition d'eau qui est arrivée là, le 17 juillet. On a fait on a regardé comme à cause de on avait les informations sur l'âge des répondants, on avait au niveau de leur scolarité, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on a vu, c'est que le fait, dans le fond, l'âge, la scolarité, tous ces éléments-là sont ressortis comme significatifs, c'est-à-dire que comme, dans le fond, qui augmentait le risque d'une gastro-entérite aiguë. Mais on voyait que le fait de boire de l'eau de puits artésien, parce qu'il y avait certains domiciles, dans le fond, que eux, leur eau n'était pas de l'eau de la ville, mais un puits artésien. Donc, on trouvait ça tellement comme intéressant de voir que ça faisait un effet protecteur. Comme vous voyez en bas, le risque relatif calculé là, était de 0,37. C'était vraiment impressionnant, tandis que tous les autres facteurs, incluant, comme vous pouvez le voir dans le tableau, l'eau de la ville, contribuait à une augmentation. Là. Vous voyez le rapport le risque relatif est de 14,57. Donc, 14 fois plus de risque d'avoir fait une gastro-entérite en ayant consommé l'eau de la ville. Donc, c'est assez important. Puis les autres choses font du sens. Je veux dire, le fait d'avoir eu un contact, si ton enfant est en CP1, on sait que les enfants aussi, à cause de la façon, à cause quand on change les couches et tout ça, on sait que on est capable d'attraper, la transmission se fait beaucoup plus facilement. Donc, on peut voir les autres choses faisaient du sens à ce qu'on attendait, mais on voit bien que l'eau de ville est très ressortie. On a fait une analyse multivariée pour essayer de voir si ça ressortait pareil. Et les choses qui sont ressorties parmi tous ces facteurs d'exposition-là que je viens de vous montrer dans un premier temps, l'eau de la ville, elle ressort encore plus. Donc, on était capable de montrer là, que l'eau de la ville, c'était vraiment un facteur qui était important. On a aussi pris la municipalité, puis on l'a comme un peu divisé en zones pour essayer de voir si le fait d'habiter dans une des zones influençait. Et donc, dans le fond, on avait comme une zone 1, 2 et 3. Donc, la zone 1 où qu'est-ce que vous voyez en genre de vert menthe, c'est rappelez-vous, c'était le réservoir. Et donc, on s'est dit, puis c'était beaucoup plus industriel, urbain. Donc, on l'a nommé comme ça. La zone 2 qui était un peu plus urbaine, puis on avait la zone 3 qui était comme plus au nord, là, qui était un peu la zone plus rurale. Donc, on voit que selon même les zones, qu'on avait un rapport qui était beaucoup plus important là, dans la zone 1, qui est où on voyait notre réservoir d'eau. Donc, il vient encore plus nous dire qu'il y a peut-être quelque chose avec la façon, comme j'avais dit, ils font beaucoup d'élevage de porcs. Et donc, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose en lien avec ça, avec le réservoir. Donc, ici, juste pour vous dire, les faits saillants de tout ça, c'est qu'on a vu que c'était très circonscrit à cette municipalité-là, qu'on ne peut pas dire que c'est juste Campylobacter parce que probablement, il y a eu d'autres agents. Tu sais, les gastro-entérites aiguës, il y a d'autres agents aussi, mais
l'équipe de santé environnementale, le groupe sur l'eau qui nous a soutenus dans cette éclosion, dans cette investigation, c'est qu'ils nous ont dit que, parce que, je ne sais pas pour certains qui ne le savent pas, mais le campylore est très difficile à aller, dans le fond, échantillonner. Là, c'est pas quelque chose qui est facile. Là. Il ne survit pas. C'est très rare dans les éclosions de campylore qu'on va trouver le campylore. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé, par exemple, c'est qu'ils ont trouvé de l'E. coli. Ils ont trouvé des concentrations de coli qui étaient comme plus haut que la normale. Donc, on voit qu'il y a eu une quelque chose qui était pas une déficience, quelque chose, un bris quelque part dans leur approvisionnement d'eau au niveau soit du réservoir ou dans l'approvisionnement de systèmes d'aqueduc, dans le fond. Là. Il y a eu un bris, clairement. Il y a eu même le ministère de l'Environnement qui est allé faire une inspection de tous leurs circuits, puis ils ont vu beaucoup là, de problèmes. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu aussi parmi la description là, des variables que je vous ai présentées, c'est que tous les groupes d'âge étaient touchés. C'est sûr que ceux qui étaient hospitalisés, c'était les jeunes enfants parce que c'est des cas plus graves, mais on voit que le taux d'attaque était quand même important. Et si on l'extrapole à toute la population de cette municipalité-là, on aurait pu avoir 364 cas. Si on, avec juste le taux d'attaque de qu'est-ce qu'on a vu. Et donc, qu'est-ce qui nous a aidé d'ailleurs à appuyer un peu nos trouvailles, c'est que, parce que là, même, le maire, il va nous dire, ben, vous n'avez pas trouvé de la campylose. Je suis comme, non, mais, on a trouvé que, il y a un problème, puis c'est à cause de tous ces éléments-là et le rôle de la surveillance indirecte. Donc, avec la surveillance des produits antidiarrhéiques qui nous a aidés et les appels InfoSanté. Donc, on peut dire que les facteurs qui ont vraiment contribué, c'est l'eau de la municipalité, le contact avec un autre cas de gastro-entérite aiguë, mais ça, on le sait parce que c'est facile à transmettre, et être résident de la zone 1 que je vous avais montré tantôt. Donc, les cas plus sévères, donc ça, c'était juste pour faire un résumé, c'est ça, c'est sûr que dans tout notre échantillon, les cas plus sévères, c'était vraiment les cas de campylore, mais avec tout ce que je vous ai montré, le risque de développer une gastro-entérite aiguë, c'était vraiment lié à ces 3 éléments-là. La surveillance indirecte aussi nous a beaucoup aidé. Donc, les hypothèses qu'on a émises avec tout le groupe de travail, c'était parce que, comme je vous ai dit, il y a eu des résultats microbiologiques qui étaient positifs à E. coli. Selon l'inspection de l'équipe d'environnement, il nous disait qu'il y avait des absences de valves anti-refoulement qui auraient pu aussi contribuer. Il n'y a pas eu... ils ont fait un nettoyage du réseau salaire avant l'éclosion. Il y a probablement eu un problème là-dedans. Puis, on voyait aussi que, oui, c'est ça, c'est que dans le fond, la zone 1 que je vous avais montrée, elle est comme 10 mètres sous la zone 2. Donc, ça fait en sorte qu'il y a du ruissellement, probablement à cause de la pente, qui faisait en sorte que, tu sais, il y a eu probablement une concentration d'eau contaminée là, qui se ruisselait là, un peu plus dans cette zone-là. Comme je vous ai dit, présence d'industries agricoles, il y avait réservoir de purin. Donc, tous ces éléments-là faisaient en sorte qu'on venait vraiment renforcer notre hypothèse. L'autre chose, c'est qu'on avait regardé aussi, on avait vu que dans les 4 jours, pendant 4 jours consécutifs, ça c'est juste avant le pic, il faisait extrêmement chaud et il y a eu beaucoup de pluie. Et tu sais, on le sait, qu'il y a eu aussi des facteurs comme les gens, pendant ces périodes-là, ils sont allés s'amuser dans les eaux, dans les parcs aquatiques et tout ça. Il y avait un grand événement de, je ne sais pas trop quoi, qui, je pense, c'était de moto cross ou je ne sais pas trop quoi, de quelque chose avec les camions, là, comme vous voyez à l'écran, de tracteur, une affaire de tracteur, une explosion de tracteur, qui a fait en sorte aussi qui a rassemblé énormément de monde. Donc, là, je termine avec mes dernières diapositives. Je vois qu'il me reste 1 minute. Donc, un peu les forces de notre étude, c'est qu'on avait une belle représentativité de notre échantillon. La période où ce qu'on a fait notre enquête, c'est sûr qu'on a pu, on l'a fait tout de suite après. T'sais, on n'a pas attendu longtemps. On a eu un excellent taux de réponse et on a eu la collaboration du pharmacien qui nous a grandement aidés. La limite, c'est que c'était la période estivale, donc il y avait beaucoup de gens qui étaient en vacances. Donc, ça faisait en sorte que, tu sais, on avait besoin d'aller chercher là, des maisons de remplacement ou des domiciles, des adresses de remplacement. Là.
Il y a aussi, dans certaines limites de notre questionnaire, c'est qu'on aurait voulu évaluer aussi comme la quantité d'eau. Tu sais, on avait juste demandé s'ils consommaient de l'eau de la ville, mais on n'avait pas été aussi loin pour essayer d'aller chercher comme genre de dose-réponse peut-être. Et donc, ça l'aurait pu aider. Précision des estimateurs, c'est sûr que ça va dans le même sens que ce que je viens de mentionner. Ça nous permet d'estimer, mais il y a pas tant de précision. Et donc, puis aussi retard et précision de certaines informations. On a eu énormément de difficultés. Ben, je dis on, mais c'est la DSP qui a eu énormément de difficultés pour aller chercher toute l'information sur comment le réseau était distribué. Il fallait qu'il aille chercher ça de la ville et c'était long, 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 long. Je pense qu'on les a eus comme plusieurs mois après qu'on avait fini l'enquête et qu'on attendait juste ces informations-là. Donc, c'était pas super. Je vous dirais que il y avait une mauvaise perception du risque, non seulement par le maire. Ben, je ne veux pas mettre le blâme sur le maire, mais en tout cas, il y avait juste une mauvaise perception du risque. Ça faisait en sorte que la direction de santé publique n'avait pas une belle relation avec les autres parties prenantes. Et c'est sûr que, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais l'avis d'ébullition a été a été mis en vigueur pendant plusieurs années, jusqu'à temps je ne sais même pas si c'est terminé. Je pense que oui. Ils ont tout refait leur système là, d'eau. Donc, c'était vraiment un beau travail d'équipe. Je voulais juste souligner tous les gens qui avaient été impliqués là-dedans. Et aussi à l'INSPQ, là, mes acronymes ici ont changé un peu parce que là, ça a l'air qu'on ne s'appelle plus la DRBST parce que nous, la santé au travail, elle a migré avec l'équipe de santé environnementale. Donc là, nous, on s'appelle DRB, excusez. Mais c'est juste pour vous dire là, qu'il y a eu, c'était un travail là, de grand, puis que je voulais juste remercier tout le monde qui avait collaboré avec ça. Puis c'est drôle parce que la région, elle avait une mascotte dans l'équipe EMI, puis on avait remercié la mascotte parce qu'eux, ils la remercient tout le temps. Ça fait le tour pour moi. Alors, merci beaucoup, Mireille, pour votre présentation. Donc, on va passer à une période de questions. On a comme 13 minutes environ. Est-ce que quelqu'un aurait des questions? Donc, vous pouvez soit lever la main, soit poser votre question dans le clavardage. Alors, peut-être en attendant que les gens se déjeunent, je peux poser une question, mais peut-être un peu dans la relation avec donc de l'équipe de la DS, dont on comprend que c'est la DSP de la région de Chaudière-Appalaches, ma région de naissance. Est-ce qu'il y avait comme j'allais parler d'un rapport peut-être pas hiérarchique, là, mais qui menait? Est-ce que si vous étiez là en soutien, est-ce que c'était quand même le leadership était de l'équipe d'investigation d'éclosion en place à la DSP? Oui, donc comment ça fonctionne quand on est appelé? C'est que dans le fond, le directeur de la région le directeur de santé publique va nous donner un genre de mandat légal pour agir comme si on faisait partie de l'équipe, de son équipe. Donc, on a c'était tout bien documenté, justifié, tout ça, mais le leadership revenait à l'équipe. À ce moment-là, c'était l'équipe de maladies infectieuses. Donc, c'était eux qui menaient le tout. Nous, on est là pour les soutenir. Ça veut dire qu'on leur donne tout ça. On peut les aider à formuler leurs recommandations, mais on n'a aucune juridiction, on n'a aucun pouvoir. C'est vraiment eux qui décident de les prendre, de ne pas les prendre et voir comment qui veulent faire ça, mais c'était toujours eux qui faisaient les échanges avec la ville, par exemple. L'équipe de communication, ils nous demandaient, OK, on veut faire comme un point de presse. Voici les éléments qu'on pense inclure. Est-ce que ça vous compte? Est-ce que ça fait du sens? Donc, ils nous demandaient notre avis. On faisait en sorte qu'ils donnaient la bonne information, mais après ça, ça leur appartenait. C'est souvent comme ça qu'on fonctionne. OK. Peut-être une autre question, puis là, je ne veux pas révéler des choses, mais je pense qu'il y a quand même des éléments du domaine public, là, l'épidémie de rougeole. Je pense avoir reconnu la région, là. Okay. Est-ce que, si je me souviens bien, c'était lié à un certain regroupement religieux,
et qu'il y avait des personnes qui avaient participé à un événement quelque part aux États-Unis. Et que Oui. peut-être que c'est... Est-ce que vous dans le cadre de vos investigations, vous avez eu à vous déplacer ou vous n'avez pas eu besoin d'aller sur place aux États-Unis? Non, 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 non. C'est parce que, tu sais, nous, tout enquête, ça réserve au Québec, c'est pour le Québec. Donc, tu sais, si on est appelé, c'est quelque part au Québec. Puis, comme j'ai dit, tu sais, on n'a pas été, tu sais, les demandes de soutien qu'on reçoit, on n'en reçoit pas tellement. Tu sais, souvent, c'est plutôt comme, tu sais, des avis d'expertise, expertise conseil et tout ça. Mais si on est appelé, c'est parce que, d'une part, parce que vous savez, le Québec peut demander du soutien au programme canadien d'épidémiologie de terrain, mais comme je disais, ils sont tellement en déficience d'épidémiologistes, puis surtout des épidémiologistes francophones. C'est vraiment plate parce que c'est une super belle équipe, mais on a la chance de quand même travailler avec eux, donc sur certaines affaires, donc on peut faire le lien, mais la plupart du temps qu'on a été mobilisés, c'est vraiment à l'intérieur du Québec. Puis le plus loin que j'ai été, c'est comme j'ai dit, c'était le Nunavik. OK. Alors, une question de Brigitte au MIFAM. Bonjour Mireille, merci pour la belle présentation. Pouvez-vous élaborer sur la conception du questionnaire? Existe-t-il des questionnaires ou des lignes directrices déjà existants de l'INSPQ ou d'ailleurs dans la gestion d'éclosion de ces jugénies et ou associés au GEA? Bien, c'est sûr que dans le fond, je sais que c'était une initiative au niveau du ministère. Tu sais, là, au niveau du ministère, ils ont comme des questionnaires standards, même comme tu sais, l'Agence de santé publique du Canada a des questionnaires standards pour certains types d'agents. Donc, nous, on va se baser sur probablement quelque chose qui existe déjà. Puis, tu sais, on dit tout le temps, essayez pas de réinventer la roue. Aller chercher quelque chose qui existe déjà, puis adaptez-le à votre contexte. Et donc, nous, dans notre cas, c'est sûr que nous, à l'INSPQ, c'est pas notre mandat de produire des questionnaires d'enquête comme ça. C'est vraiment, ça appartient plus au ministère et aux différentes directions de santé publique régionales. C'est eux qui ont le choix de faire, d'utiliser qu'est-ce qu'ils veulent utiliser. C'est sûr que nous, dans la communauté de pratique en épidémiologie de terrain, je dis tout le temps, si vous avez des bons questionnaires, partagez-les, mais on dirait que le monde, il y a comme une genre de limite à vouloir partager, je ne sais pas. Donc, nous, on a mis sur la communauté de pratique des bonnes pratiques ou des questionnaires exemples de questionnaires qu'on a retrouvés ici et là, que ce soit du CDC ou le CDC, le European Disease Control, tout ça. Mais à l'INSPQ, c'est pas quelque chose que nous, on va produire. Mais comme j'ai dit, on s'est basé sur quelque chose qui existait déjà, qu'on a adapté, puis on l'a travaillé en équipe. C'était pas quelque chose que c'est juste Mireille qui a dit de faire ça. Non, c'est vraiment quelque chose qu'on a été, on l'a présenté à l'équipe et on l'a adapté ensemble. On a fait un pré-test puis on l'a réadapté encore. Merci beaucoup. Je pense donc Anna Koné. Merci beaucoup pour cette belle présentation très informative. On voit qu'un des défis pour commencer et mener à bien une investigation, c'est la collaboration, notamment avec les décideurs, surtout quand il y a des tensions, comme dans le cas que vous avez présenté sur l'eau de la ville. Quels seraient vos conseils en tant qu'épidémiologiste de terrain pour s'assurer de cette collaboration ou approbation et aussi s'assurer de la prise en compte de vos recommandations? Bien, on dit tout le temps que la communication, c'est central. Ça c'est à toutes les étapes des étapes d'investigation d'éclosion. C'est que les gens, il y a une chose, il y a l'équipe de travail, qui va vraiment faire le travail. Puis après ça, tu as toutes les personnes autour qui doivent être informées ou qui vont être appelées à collaborer à certains moments. Donc, c'est super important dès le début d'identifier toutes ces personnes-là, de savoir dans quelle case ils appartiennent. C'est-tu quelqu'un qui doit juste être informé? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit participer, collaborer et tout ça? Donc, une fois que ça, c'est bien établi, bien déterminé, bien là, ça facilite ensuite la communication parce qu'on le sait à qui doit être informé à quel moment, mais
Puis c'est pas toujours la même information qu'on va dispatcher comme à tout ce monde-là. Mais pour moi, l'expérience qu'on a eue, c'est la communication et de savoir qui est impliqué et à quel moment. Parce que je comprends que si moi, je suis un partie prenant important, puis qu'on m'informe seulement quand c'est tout fini, ça marche pas. Donc, tu sais, c'est vraiment communication, là, je pense que c'est un point que je peux pas dire plus. Alors, merci beaucoup. Peut-être une question de Mounia. Mounia, vous pouvez poser votre question. Merci beaucoup. Donc, ma question, elle se rapporte à la question que vous avez posée, Monsieur Leclerc. Donc, un des travaux d'ETP, parce que moi, je fais maintenant un cours avec Monsieur Leclerc, j'ai étudié beaucoup d'articles concernant l'autisme et la vaccination de la rougeole. Et puis, un médecin britannique qui a fait une étude qui dit qu'il y a une liaison entre la vaccination rougeole et l'autisme. Et finalement, c'est une étude qui a été rejetée. C'est une étude qui s'est avérée frauduleuse. Mais le médecin britannique, même s'il a été comme éradié du conseil médical britannique, il s'est installé quelque part aux États-Unis et il continue à faire campagne. Donc, puisque M. Leclerc, il a parlé des États-Unis, je voulais savoir, est-ce qu'il y a toujours une liaison avec ce qu'il fait et l'éclosion qui a été remarquée ou l'étude que vous avez faite concernant le Québec? Ben, c'est un peu je parle plus comme en termes d'épidémiologiste, si je peux dire. Puis j'ai d'autres collègues qui seraient probablement mieux aptes à répondre, mais on le sait tous que depuis quelques années, la couverture vaccinale pour la rougeole en particulier a vraiment diminué. Ça fait en sorte qu'on a des bibites qui étaient plus un problème, qui redeviennent un problème. Pourquoi? Ben, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. C'est sûr que on a une culture beaucoup plus je peux pas dire que c'est juste à cause des personnes qui refusent la vaccination, c'est toute leur faute. Je pense que c'est vraiment multifactoriel, mais le fait qu'on a tellement une couverture, des gens qui refusent pour X, Y raison, ça peut être à cause, ils croient, juste parce qu'il y a une personne qui a dit que l'autisme est associé à la vaccination, ça prend juste ça. Puis ça vient mettre le doute, malgré que des personnes qui, je pense que ça a été revu et revu et revu et revu. Puis malgré ça, une personne, elle a tout gâché l'histoire pour tout le monde. Et donc, ça fait en sorte qu'on a des problèmes. Mais il y a plusieurs raisons pourquoi les gens ne vaccinent plus. Et c'est vraiment ça la problématique. Et donc, on a certaines régions du Québec qui ont vraiment un taux de vaccination beaucoup plus bas. Et c'est pas surprenant que c'est dans ces régions-là qu'il va avoir plus de cas. C'est sûr qu'aux États-Unis, c'est un autre problème. Je ne peux pas parler pour les États-Unis, mais c'est sûr que la minute que tu vas dans une place où si toi, tu n'es pas vacciné, puis que tu y vas, puis qu'eux ne sont pas vaccinés, tu ramènes ça. C'est un peu l'histoire là, de l'œuf et la poule, si je peux dire. Mais en tout cas, juste pour dire que ça a en lien un peu, mais c'est beaucoup de facteurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va devoir clore le séminaire. Donc, je vais laisser Fatima dire le mot de la fin. Fatima, votre microphone. Mon micro était fermé, désolé. Merci Bernard Simon, merci également à Madame Mireille Barakat pour ce séminaire très instructif et d'avoir aimablement accepté notre invitation. Merci également à toutes les personnes étudiantes ou professionnelles en exercice présentes aujourd'hui pour ce séminaire. Merci à Madame Chantal Huyot et Emmanuel Dufaux, toutes deux conseillères en communication à l'École de santé publique pour l'organisation et la promotion du séminaire. Nous vous invitons donc à notre prochain séminaire qui se tiendra le 13 avril prochain, sous le thème de la surveillance des risques psychosociaux liés au travail, qui sera présenté par deux professionnels, l'un en médecine sociale et préventive et l'autre de la direction des risques biologiques et de la santé au travail de l'Institut national de santé publique du Québec. Merci et excellent après-midi à vous. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci Mireille. Bonne fin de journée tout le monde. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.